Il y a environ 13 milliards d'années, un phénomène spatial inattendu, connu sous le nom de Big Bang, a créé tout un ensemble de galaxies. Parmi ces galaxies, la Voie lactée est caractérisée par un système solaire particulier, en ce sens qu'une planète, sur une planète de ce système, il y a environ 4 milliards d'années, de l'eau est apparue. Cette planète, vous l'avez tous reconnue, il s'agit de la Terre. Il y a environ 3,8 milliards d'années, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un ensemble de molécules se sont assemblées au hasard pour former le premier matériel génétique. Ce matériel génétique a ensuite évolué pour donner la première cellule vivante sur Terre. Cette cellule, au fur et à mesure des millénaires, s'est multipliée. Elle s'est diversifiée. Elle s'est spécialisée pour donner environ 8,7 millions d'espèces sur Terre qui ont peuplé ou qui peuplent encore notre planète, que ce soit cet oiseau, ce poisson, ces algues monocellulaires ou cette jonquille. Une des espèces qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la nôtre, c'est Homo sapiens sapiens, à savoir l'être humain. C'est une espèce particulière qui se différencie de la plupart des autres, avec le dauphin, parce que c'est une espèce qui a développé un système nerveux central complexe et qui a développé la capacité d'utiliser plus de 10% de son cerveau, notamment pour observer, étudier son environnement. L'être humain a tenté également de s'approprier cet environnement pour améliorer sa condition, créer des cités modernes. Une des façons, un des chemins pour étudier son environnement, c'est lequel? C'est un chemin qui en concerne beaucoup ici. Il s'agit de l'université. Alors l'université, à l'heure actuelle en Europe, elle a la particularité d'être structurée en facultés. Au sein de chaque faculté, l'université a comme rôle de former des professionnels, de former différentes personnes qui vont avoir un certain métier plus tard. Certaines de ces personnes vont décider de faire de la recherche scientifique dans un domaine particulier, voire deux domaines particuliers. À l'heure actuelle, le concept de la recherche scientifique et de l'université en Europe, c'est un concept où il y a généralement, dans chaque faculté, un noyau dur de chercheurs, voire de chercheurs ou même de professeurs, qui proviennent de cette même faculté. Autrement dit, quand vous regardez en faculté d'ingénierie, la plupart des chercheurs sont ingénieurs. Quand vous regardez en psycho, la plupart des chercheurs sont psychologues. Et durant toute leur vie, ils se concentrent sur un ou deux, voire trois domaines de recherche précis qui correspondent à des domaines où ils sont censés devenir l'expert. Ça, c'est le concept actuel de l'université et de la recherche en Europe. Alors, oui, parfois, c'est vrai. Il y a des liens et des relations qui se font entre différentes facultés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de remettre en question ce mode de fonctionnement? Quand vous regardez en faculté d'ingénierie, ce qui se passe, c'est que les étudiants qui font Polytech, eh bien, au terme de leur cursus, on a maturé leur cerveau d'une certaine façon. Ils adoptent un mode de fonctionnement propre à ce qu'on leur a transmis dans cette faculté, qui n'est peut-être pas le même mode de fonctionnement que les psychologues ou que les médecins. N'est-il pas temps, justement, de remettre en question ce concept pour tendre vers plus de multidisciplinarité? Je vais vous illustrer ça. Pourquoi est-ce que dans les domaines où c'est compatible, on ne mélangerait pas les différents chercheurs? On pourrait mettre des physiciens, davantage de physiciens en Polytech, des psychologues en médecine. Tiens, entre nous, je pense que ça ne ferait pas de tort à beaucoup de médecins. On pourrait mettre également des ingénieurs en faculté de médecine et des médecins en faculté d'ingénieurs. Bref, on pourrait mettre l'un à côté de l'autre des chercheurs qui ont un mode de fonctionnement et un mode de pensée, entendez là, une maturation cérébrale différente.
pour ensemble développer des projets de recherche. Alors ces projets de recherche, ils n'auraient peut-être pas cette configuration-là, mais ils auraient une configuration qui ressemble plutôt à celle-ci, avec plus de transversalité et d'interconnexion. C'est ça qui est important. Ça, c'est donc le premier concept. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais c'est somme toute assez théorique. Eh bien, je vais vous l'illustrer avec un exemple concret. Cet exemple, qu'est-ce que c'est? Depuis quelques années, on a mis dans la même pièce, à un certain endroit de la planète, des médecins, des psychologues, des physiciens, des ingénieurs et des biologistes, pour qu'ensemble, ils puissent développer une nouvelle science. C'est une science qui a la particularité donc de mêler toutes ces disciplines et ces modes de fonctionnement différents. C'est une science qui va révolutionner notre société, l'étude de nos comportements. C'est une science qui va révolutionner les neurosciences durant les prochaines décennies. La science qui a été développée par cette équipe multidisciplinaire, c'est l'optogénétique. Alors l'optogénétique, qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez tout à l'heure, le petit algue là que je vous ai montré, qui est un algue unicellulaire qui crée de la lumière dans le fond des océans? Eh bien, l'image n'était pas choisie au hasard. Vous verrez que dans cette présentation, il n'y a aucune image qui va être choisie au hasard. Eh bien, on a étudié, des biologistes et des médecins ont étudié l'ADN de cette petite algue. Et ils ont isolé le gène qui a pour rôle de créer cette molécule qui, quand on envoie un tout petit peu de lumière, a tendance à créer de la fluorescence. Ce gène, ils l'ont extrait de l'algue et ils l'ont injecté dans un virus. Toujours ces médecins et ces biologistes, ils ont injecté ce virus dans le cerveau d'une souris. Alors comme tous les virus, qu'est-ce qu'il va faire? Vous avez un rhume, le virus, il rentre dans vos cellules, il détourne véritablement la capacité de créer des protéines et des molécules pour lui-même. Eh bien là, ce virus-là, il va affecter tous les neurones et les cellules du cerveau de la souris et il va donner la capacité à ces neurones de créer cette molécule fluorescente. Jusque-là, ça va. Ensuite, c'est à ce moment-ci que rentrent en jeu les ingénieurs et les physiciens. Ils ont créé un système où on place une fibre dans la tête de la souris et où on va envoyer un peu de lumière qui aura comme particularité qu'elle va permettre d'allumer totalement les différents neurones qui auront été infectés par la protéine. Autrement dit, cette nouvelle science va avoir une particularité, c'est qu'elle va permettre de mieux localiser dans certaines circonstances les différents endroits du cerveau qui sont en action et surtout, quand par exemple on a de l'anxiété, comment ça se fait que c'est un groupe de neurones qui communique avec l'autre groupe? Autrement dit, cette nouvelle science va permettre de cartographier le cerveau et les liens, les interconnexions que chaque partie du cerveau a avec d'autres parties. Dans certains cas de figure, par exemple, ça va nous permettre de comprendre pourquoi, en ce moment, il y a 4 personnes qui regardent leur programme et qui sont déconnectées. Pourquoi, lorsque je viens de dire ça, 3 de ces 4 personnes viennent de relever la tête et de raccrocher à ma présentation. Ces nouvelles connaissances issues d'études scientifiques vont permettre également autre chose. Ça va permettre de comprendre, comme on l'a vu au tout premier exposé, l'anxiété permet de comprendre qu'est-ce qui se passe physiquement dans un cerveau lorsque vous êtes anxieux. Alors ça va permettre de comprendre aussi pourquoi dans cette salle, il y a, je pense, 2 personnes qui en ce moment sont assez anxieuses. 2 personnes qui ont probablement quelque chose, un petit problème ou quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut résoudre. Ça va permettre de comprendre aussi pourquoi moi, en tant que personne en face de vous, j'ai pu comprendre ça
en analysant vos micro-expressions faciales. Alors, si ça peut vous rassurer, hein, je ne vais pas vous dire maintenant que j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui vont développer un cancer. Rassurez-vous, ça n'est quand même pas aussi balèze que ça. Voilà. Ça va permettre aussi de comprendre donc, tout un ensemble de choses tout à fait exceptionnelles, mais sur le plan physique. Ça va permettre de comprendre ces 3 individus. Alors, ces 3 individus, vous les avez peut-être déjà vus. Le premier, c'est Matthew Savage. C'est un jeune Américain de 23 ans. Alors, Matthew Savage, il est connu parce que c'est un compositeur, hein, un joueur de piano extraordinaire, qui connaît, donc il a sorti plusieurs CD, il connaît toutes les symphonies de Beethoven, etc. Sauf qu'en fait, la différence avec les autres, c'est qu'il a appris tout ça en une nuit. Comment? On ne le sait pas encore. C'est l'exemple de Rüdiger-Gamm, qui en fait est un prodige mathématique. Vous allez dire à Rüdiger, 23 exposant 57 plus 502 exposant 23. Il lui faudra environ 3 à 4 secondes pour vous donner la réponse exacte. Ça permet également, on va peut-être comprendre, comment ça se fait Kim Peek est quelqu'un qui a lu 12 000 livres, à la différence qu'en fait, il les a mémorisés. Vous pouvez demander à Kim Peek, enfin, il n'est malheureusement plus de ce monde, mais vous pouviez lui demander, page 27 du livre Art de la guerre de Sun Tzu. Et Kim Peek allait vous expliquer, mot par mot, l'ensemble de ce qu'il y avait décrit à cette page-là. Ces 3 personnes, elles sont atteintes de ce qu'on appelle un syndrome savant. Alors, il y a une composante autistique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces capacités extraordinaires, vous les avez tous à portée de main. Tout le monde a ces capacités à portée de main. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment les atteindre à l'heure actuelle. Il y a des cas qui ont été décrits dans le monde où ils ont développé un syndrome savant après avoir eu un AVC ou après avoir eu un traumatisme crânien. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors imaginez-vous, hein, je ne parlerai pas ici de prochaine étape de l'évolution de l'espèce humaine, mais le fait d'en parler va peut-être vous faire réfléchir par rapport à ce que je viens de dire. Imaginez-vous qu'on arrive à comprendre comment accéder à de telles capacités et comment utiliser de telles capacités dans notre vie de tous les jours. C'est probablement des équipes multidisciplinaires qui y arriveront. Le second concept, vous l'avez vu, on a démarré l'optogénétique depuis l'existence d'une petite algue unicellulaire qui est une algue verte, hein. Rien de plus banal véritablement. Eh bien, on a pu véritablement développer tout un ensemble de concepts et de connaissances sur le fonctionnement de vos cerveaux à partir de la nature. Quand l'être humain est apparu sur Terre il y a des millénaires, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que la nature avait mis entre ses mains tout un ensemble de choses comme ça, qui permettraient de répondre à tout un ensemble de questions. D'ailleurs, ceci étant en passage, et je ferai une petite aparté tout à la fin pour les étudiants, je joue avec votre cerveau hein, depuis tout à l'heure, vous ne vous en rendez probablement pas compte, mais je me permets d'utiliser des accents toniques sur certains mots, des mots importants. Je me permets également de laisser des pauses d'environ 2 secondes, avant et après vous avoir livré des informations importantes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si je commençais à parler donc, avec un ton monocorte et monotone, sans réellement mettre de pause avant les informations et après les informations importantes, eh bien je suis certain que vous auriez beaucoup plus de mal à intégrer ce que je viens de dire. Vous voyez? Vous avez un exercice cognitif plus important, plus difficile à faire. Et donc le second concept, c'est l'intégration davantage de ce que la nature a mis à notre portée pour développer la recherche. Vous vous souvenez des quatre espèces que je vous ai montrées tout à l'heure? Eh bien, ces 4 espèces, parmi plusieurs millions d'espèces, qui rien qu'à elles, seules, peuvent également nous aider à améliorer notre condition. Par exemple, ce zébrafish, qui est un poisson qu'on retrouve dans nos aquariums, très fréquent, hein, eh bien, il a la particularité de savoir régénérer sa rétine. Il a la particularité de savoir
réparer son cœur après un dommage, comme par exemple, si vous voulez, pour faire une comparaison avec l'être humain, un infarctus. Il a la capacité également de régénérer son cerveau et certaines régions endommagées, ce qui serait tout à fait exceptionnel à développer chez nous, notamment dans la maladie de Parkinson. Alors cette algue unicellulaire, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé. Ce petit oiseau qu'on côtoie dans les milieux ruraux d'Indonésie et des USA, eh bien, il a la particularité que la nature l'a doté d'un champ qui est très vite altéré quand il y a un problème de Parkinson. Et donc, on est en train, grâce à cet oiseau, de comprendre ce qui se passe sur le plan de la voix et du discours chez les patients parkinsoniens. Cette jonquille qu'on retrouve dans vos parterres, eh bien, cette jonquille, elle renferme une molécule qui a comme capacité d'inhiber et donc surtout d'attaquer et de réduire la prolifération des cancers du cerveau. Chacune des cellules qui composent ces espèces sur Terre a la particularité de nous livrer, d'avoir cette capacité de nous expliquer des informations tout à fait exceptionnelles pour améliorer notre condition. Alors, peut-être que les sciences en médecine de demain pourront davantage être multidisciplinaires. Ça, c'est une popote qui appartient aux médecins, aux chercheurs, etc. Donc ça, on le gérera. Mais le second concept dont on a besoin pour changer le monde et changer la recherche, c'est le respect et l'intégration de la nature. C'est quelque chose où chacun d'entre vous peut avoir un rôle véritablement à jouer au quotidien. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Si vous voulez donner un avenir et un futur correct à vos enfants, cet avenir passera par un respect de notre environnement, un respect de la nature. Et ce respect, cet acte au quotidien, vont permettre à des chercheurs comme nous de ne pas faire évoluer la science, mais de véritablement révolutionner la science. Je vous remercie.